Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Salut Philippe David. Salut Cécile de Ménibus. Vous allez bien? Extrêmement bien, et vous? Bah écoutez, ça va, très bien. On est content. Magnifique. On est À part content la d'être là. météo, mais tout va bien. Ouais, on pense, Vous êtes un rayon de soleil dans ce studio. Bon, c'est gentil, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres autour de... Oui, mais c'est beau. Mais c'est de la façade, Philippe Bilger, vous inquiétez pas. Tout ça n'est jamais gratuit. Oui. C'est pas, en fait, je pense qu'il a dû lire une blague dans Carambar, il a dit tiens, je vais lui balancer. Ah bah non, je ne sais pas lire. Ouais, bien sûr. En tout cas, on pense bien forcément à ceux qui, pour l'instant, sont sous une pluie battante. Voilà, dans un instant, le grand débat du jour sera avec nous. En attendant, le sommaire de cette émission avec François Bayrou qui souhaite scinder le projet de loi sur la fin de vie en deux textes distincts, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Il affirme que les soins palliatifs sont un devoir et qualifie l'aide à mourir de débat de conscience. Alors parlons vrai, est-il temps de briser un tabou qui est encore franco-français? Et à cette question, faut-il légaliser l'euthanasie et le suicide assisté? Vous dites oui à 79%, vous voulez réagir? On attend tous vos témoignages au 0826 300 300. Jonathan Denis sera avec nous, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, nouvelle tension entre Alger et Paris. L'ambassadeur de France a été convoqué à Alger. Dans un communiqué, le gouvernement algérien affirme que ses ressortissants subiraient des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires à leur arrivée à l'aéroport parisien. Alors parlons vrai, est-ce que cette crise a une ampleur supérieure aux crises précédentes entre Paris et Alger? Et à cette question, sommes-nous dans une crise diplomatique grave avec l'Algérie? Vous dites non à 65%, vous voulez réagir? Venez témoigner au 0826 300 300. Et on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commenter cette actualité, Philippe Bilger, bien entendu. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir. Françoise Degois est avec nous. Bonjour Françoise. Salut les Bonsoir. amis, ça va? Oui, très bien. Sébastien Ménard, Moi, entrepreneur de la quand je foodtech. demande ça va, je suis intéressé vraiment sincèrement. Vous savez, d'habitude on dit ça va et surtout que les autres répondent pas parce qu'après on est emmerdé. Non, ça va pas. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, non, quand je demande ça va, j'attends sincèrement la réponse. Est-ce que ça va? C'est vrai que ça va. Et toi? On répond toujours par et toi. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Ouais. Pour vraiment se tirer, si jamais l'autre te dit ben non, ça va pas, hein, vraiment j'ai les boules. Alors là, qu'est-ce que tu fais? T'es obligé d'entamer une conversation humaine. Bah, et là, c'est dur. On déplace un rendez-vous. C'est ça. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur de la Bonsoir. foodtech et patron de Presse Libre. Bonsoir Sébastien. Vous allez bien? Ouais, on dirait un chat mouillé. Pourquoi? Non, parce que vous avez l'air humide. Bah oui, disons que j'ai pris l'eau pour vous. Non, parce que vous êtes, vous prenez l'eau toute votre vie, même sans nous, vous savez. Pareil, ça commence. La vache. C'est vrai. Allez, avec Romina qui est avec nous au 0826 300 300 qui nous appelle de Vic en Bigorre. Vic Bigorre, Oui. c'est chez nous. Oui. Ah, Bonsoir Romina. Bonsoir Romina, c'est joli comme prénom Romina, j'adore. Ah, j'adore. C'était Romina et Albano. Albano et Romina Power. Albano, et qu'est-ce qu'ils chantaient? Felicita. Felicita. Nanananananananana, Felicita. La fille de Tyrone. Ouais, Bienvenue, pardon. bienvenue dans les années 80. Ce n'est pas une vieille bande de Sud Radio, c'est bien d'aujourd'hui. Excusez-moi, je crois même que c'est les années 70. Romina et Albano. 80. Ah, 80. Parce que je voulais être gentille. Romina, vous vouliez revenir sur le programme d'éducation à la vie affective. Oui, voilà, je voulais pousser un coup de gueule puisque bon, c'est vrai que les enseignants apparemment auraient peur de la réaction de certains parents quand ils vont aborder les programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc voilà, je voulais quand même leur dire, mesdames et messieurs, les enseignants, les parents majoritairement ne sont pas décérébrés. Hein. Nous savons bien que vous participez à l'évolution des consciences et nos gamins doivent être aussi à l'aise dans leur basket que dans leur vie affective. Oui, il faut parler de consentement, du respect de leur corps et de celui des autres. Et puis, je pense que la sexualité, elle peut être tout à fait évoquée sans tabou, sans que ça soit impudique. Et puis, ils vont parler en même temps de l'égalité homme-femme, de la violence, du numérique. Et puis, je voulais aussi rajouter un petit message pour les cucugnagnas conservateurs. Non, demain, nous ne serons pas plus envahis d'homos que d'hétéros. Ça va bien se passer. J'adore les cucugnagnas, c'est marrant, moi ça me plaît. C'est ça, Philippe. on est adressé clairement. Romina. C'est adressé à Philippe Bilger. Mais heureusement que nous sommes Philippe trois Bilger tout qui est de très même. libéré. Allez, on le laisse Parce parler. que moi, je ne suis pas totalement d'accord, même pas d'accord avec Romina, qui a dit très élégamment que ces programmes qui n'ont rien à voir avec l'école doivent y être
renseigné, mais heureusement qu'il y a 2 autres chroniqueurs progressistes. Ouais, ça c'est certain, mais Romina absolument. L'éducation civique. Non, mais Romina a absolument raison. Et moi, j'aime beaucoup sa dernière phrase. Vous savez, on fait comme si c'est la submersion. Alors, on est dans la submersion, si on écoute, hein, les gnagnas, les cucu-gnagnas, j'ai bien aimé. On est dans la submersion migratoire et on est dans la submersion homosexuelle. Et si on les écoute, on est même dans la submersion transgenre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est délirant parce que ça correspond en fait à des débats de plateau obsessionnels, mais en réalité, ça correspond pas à la réalité des chiffres, tout simplement. Et puis laissons la nature faire les choses, revenons à des choses simples. Sébastien Ménard. Bah, c'est tout le sujet. Laissons la nature faire les choses. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec Romina. Il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas de sexualité à l'école à nos enfants. Mais après, tout dépend de la manière dont on en parle et le biais choisi pour pouvoir en parler. Oui. Parce que le vrai sujet, c'est ça. Le sujet, c'est pas on parle, on assure une toute ou partie de l'éducation sexuelle de nos enfants. C'est la manière dont on le fait et qui le fait. Voilà. Moi, ce qui me pose problème, c'est ça. Moi, j'ai des enfants, notamment une petite fille. J'ai pas envie qu'on lui explique qu'il y a des filles, qu'il y a des garçons, mais en fait, elle est ni fille ni garçon. Voilà. Typiquement, c'est typiquement le genre de truc que moi, je ne veux pas. Et si je dois expliquer quelque chose à ma fille, je le ferai moi-même et je ne le laisserai pas faire des tiers en qui je n'ai pas confiance. Voilà. Donc vous êtes à mi-chemin entre C'est ça. Françoise Non, et mais Philippe. il est toujours c'est au le en middle, même lui. temps. Moi, Non, je mais vais lui, il est faire toujours le au temps. middle. Tu sais, c'est vraiment le type, il s'arrange. Mais C'est en un même Normand, temps, en fait. pardon, mais en même temps, il a pas, il a raison de Ça dire. y est, elle s'y met aussi. Non, mais tout dépend qui le fait, Évidemment. comment c'est fait, Voilà. si c'est Bien encadré. sûr. Mais moi, j'ai pas le sentiment que les enseignants répètent aux enfants qu'ils se sentent ni filles ou ni garçons. C'est hein. pas ce que j'ai dit. Non, mais voilà. On n'a pas C'est dit ce que je veux dire. Je sais pas, Romina, ce que vous en pensez, C'est- mais j'ai pas ce sentiment. Non, moi je pense qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus terre à terre, quoi. Je veux dire, on va parler aux enfants aussi, pas que. Alors la sexualité, moi je sais pas, quand j'ai quelqu'un dans mon lit, je lui demande pas s'il se sent plus homme que femme, vous voyez. Donc ça va être Bah, il y en a qui ont eu de bonnes surprises, en tout cas, de mauvaises surprises. Ça sent le vécu. Voilà, mais il Ça faut sent une le vécu évolution. quand même là. Je sais Ouais. pas qui, quoi. Romina. Non, pas Attendez, moi. Philippe David. Roména parle, les amis. Ah oui. Oui, non, je veux dire, il y a une évolution de la société aussi qui va dans une certaine égalité femmes-hommes, et ça, faut pas non plus passer à côté. Et donc, ça sous-entend aussi que il y a l'internet, il y a le numérique, et ça, on va aborder aussi par ces questions-là cet internet, cette utilisation que nos jeunes ont d'internet et ce porno. Et donc, c'est bien aussi qu'ils en parlent, et puis ils vont pouvoir aussi discuter de certaines problématiques qu'ils ont rencontrées dans leur identité propre, et ils auront quelqu'un pour les écouter en face. Et ben voilà, en tout cas, ça mérite un grand débat, hein, parce que effectivement, on peut pas résumer ce sujet en 3 minutes. En tout cas, on vous remercie, Romina, d'en avoir parlé. Dans un instant, la suite Elle va être dure, hein, de Romina, à battre. Hein. Oui, elle va être difficile. Elle va être Sur le difficile. c'est Mais qui pas vous qui l'avez choisi, Mais pas du tout. François. Non, mais ça, chaque fois qu'il y a un peu un auditeur de gauche, alors d'un seul coup, ça devient un événement national. Sur mais ce là, plateau. mais c'est pas une idée de ça gauche. n'est pas de gauche, c'est plus subtil. Mais Ouais, Ouais. là, je suis d'accord avec Philippe. Excusez-moi, parler subtilité à Françoise de Gaulle, c'est parler cinéma d'auteur à une caméra de vidéosurveillance. c'est exactement ça. Mais là, ça taille. Oui, mais ça n'est pas plausible. Non, mais elle est bien en même temps. Oui, mais Non, mais elle est bien, elle est réfléchie, elle est pensée, il a on dû peut s'y pas mettre tout vous l'après-midi. dénier, tu Oui, vois, mais une le problème- certaine intelligence. Non, mais Non, c'est Françoise, le problème, c'est qu'elle n'est pas de lui, c'est ça qui Non, est non, dommage. c'est une adaptation d'une phrase de Laurent Fabius. Bah voilà, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens, c'est vrai. Qui est un homme de gauche. Allez, allez, vous restez avec nous dans un instant, le réquisitoire du procureur, mon cher Je vais procureur. parler du procureur de Melun. Allez, on en parle Ah dans bon un instant. On a un peu de retard. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, comme tous les jours. Philippe David, ça va? Oh, ça va très bien, et vous? Il a toujours pas compris le principe Non, du non, mais micro. c'était allumé, mais ma voix sortait pas. Ah, mais ça me rappelle les excuses d'enfants à l'école. C'est pas moi, c'est ma main. Non, Voilà, c'est mon micro. Oui, d'accord, mais c'est toujours les autres. En tout cas, autour de cette table, Philippe Bilger qui est avec nous. Ça va, mon Philippe? Très bien. Ça va, ma Françoise de Ah, Gois? c'est bien, elle a fait attention, elle a mis adjectif, possessif et ma. Ok, oui, ça va bien. Ça va bien, Mon ça va bien. Sébastien Ménard. Oui, ça va. vraiment, ça va compliqué. Il sèche, voilà. Et dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Bonsoir Cécile, Et de bonsoir quoi tout le monde. parle-t-on? On va parler du PS qui demande à François Bayrou de retirer sa submersion migratoire. Ainsi, il veut discuter du budget. La porte-parole du gouvernement lui reproche de prendre en otage les finances. On va parler de cette même porte-parole du gouvernement qui dit comprendre Bernard Arnault, mais qui lui demande des efforts sur la surtaxe concernant les bénéfices. Et puis des Césars avec notamment 14 nominations pour Le Comte de Monte Cristo en pole position.
proposition. En 3 mots, ça donne otage, surtaxe et César. Et tout de suite, c'est le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et je crois que ce n'est jamais arrivé puisque le procureur va requérir contre un autre procureur, celui de Melun, qui dit classer des dizaines d'affaires sans suite. Davantage, même si j'ai bien compris ce qu'il indiquait ce matin, il a décidé de classer une multitude de plaintes sans investigation. Et par conséquent, je pense que malgré le caractère de certains parquets qui, à l'évidence, sont dépassés par le nombre, la solution qu'il a prise est la pire par rapport à la confiance et à l'estime que les citoyens doivent avoir pour la justice. Et il y aurait eu d'autres solutions, à mon avis, notamment, par exemple, de prendre toutes ces plaintes, de les confier à un seul magistrat, et il envoyait systématiquement les plaintes pour enquête auprès de la gendarmerie ou de la police. Je ne dis pas que c'était une solution miraculeuse, mais au moins elle ne donnait pas l'impression aux citoyens qu'un parquet était complètement indifférent aux requêtes du citoyen qui a le droit de déposer plainte. Et dans le lot, on aurait pu d'ailleurs discriminer en disant là il y en a de valables, là ils ne sont pas valables. C'est la pire des solutions. Françoise Devois. Oui, je trouve que c'est une double peine au sens premier du terme, c'est-à-dire que non seulement c'est très grave d'avoir fait ça, mais c'est très grave de le dire. Je suis presque envie de vous dire qu'il fallait que ça reste quasiment en loose day, parce que vous imaginez déjà la défiance des citoyens par rapport à la justice. C'est un scandale. C'est tout à fait scandaleux, non seulement de le faire, mais finalement de le dire. Quel est le sens de le dire? Est-ce que ce procureur a demandé des moyens supplémentaires au fil des années? Est-ce que il peut justifier du fait qu'il s'est plaint de cela et qu'il a demandé à l'Assemblée? Est-ce qu'il s'est battu? C'est clair que c'est pour ça. Il attire l'attention. D'accord, on est d'accord. Donc il fait vraiment une rupture d'une certaine manière. Il crée vraiment un point de rupture pour effectivement avoir des moyens. Mais c'est dingue, hein. Franchement, moi je trouve ça scandaleux. Ouais. Sébastien Ménard. Je ne sais pas si la fin justifie les moyens, monsieur le procureur, mais à un moment donné, on a laissé trop longtemps, je dirais, et vous en savez quelque chose, ce pays, et notamment j'ai envie de dire les officiers régaliens de ce pays, sans nécessairement les vrais bons moyens pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pour pouvoir agir, pour pouvoir rendre la justice au nom du peuple français, enfin clairement, pour faire fonctionner la République française. Alors, moi je suis pas choqué, en fait. Je vais peut-être vous choquer d'être pas choqué. Oui, parce qu'à un moment donné, quand on est seul... Parce qu'il a parlé vrai. Ben oui, parce qu'il a parlé vrai. Que l'acte, je sais pas si c'est scandaleux, je sais même pas si c'est délictueux. Enfin, en tout cas, je suis pas la bonne personne pour pouvoir le qualifier. Mais je dis qu'à un moment donné, on met trop quelque part d'honneur à servir et à surservir et à protéger, à surprotéger la République. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça fonctionne pas, on peut plus fonctionner comme ça, et il nous faut plus de moyens. Oui, mais attendez, excusez-moi, j'interviens là, mais ça veut dire que pour ceux qui ont déposé ces plaintes-là, c'est un scandale. En fait. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, mais je dis simplement dans ce que fait. Non, mais j'entends tout ça, et encore une fois, je me pose toujours la question qui consiste à dire, est-ce que on doit simplement se dire, il n'a pas le droit de faire ça, c'est scandaleux d'avoir fait ça, et on a une pensée pour celles et ceux qui sont victimes de ça, évidemment qu'on l'a. Mais en même temps, pourquoi a-t-il fait ça? Je ne pense pas que ce monsieur soit un décérébré. Je ne pense pas qu'il ait décidé d'être hors la loi. Je pense simplement qu'à un moment donné, il a envie d'envoyer, je dirais, à sa hiérarchie et puis j'ai envie de dire à la France entière un énorme électrochoc. Et Sébastien, sérieusement, tu démissionnes à ce moment-là. Mais vous vous rendez compte un peu ce que ça représente, la violence pour les gens qui ont porté plainte. Vous savez même pas qu'est-ce qu'il y a dans ces plaintes. Imaginez un monsieur qui a vu son voisin en train de violer régulièrement un petit garçon, une petite fille. Mais moi, ça me brise le cœur. Oui, donc, je suis d'accord avec vous. Mais même quelque chose de moins grave, mais Cécile, je prends justement le truc énorme qui va passer à travers parce que monsieur considère qu'il est submergé. Écoute, à un moment donné, travaille 24 heures sur 24. Il y a aussi... démissionne à ce moment-là. Il y a aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a aussi une ribambelle de technocrates en France qui ont pleinement conscience des difficultés de ces fameux officiers
régaliens à travailler. Non, mais attendez, et qu'à un moment donné, il faut qu'aussi on donne les moyens à celles et ceux qui sont sur le terrain, en prise directe avec le réel et la dureté du réel, de pouvoir conduire à bien leur mission. Combien de policiers n'ont pas les moyens non plus, et ils bossent comme des chiens galeux, mais ils le font. Alors l'autre, pourquoi il le fait pas? Parce qu'il est procureur. Et il bosse 24 heures au lieu de bosser 12, voilà, c'est tout. Merci beaucoup Philippe pour ce sujet qui finalement anime la salle. Non, mais c'est dingue. Vous avez foutu le bordel encore, Philippe. Encore une fois, vous foutez le bordel. Merci beaucoup. Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu, et pardon Félix pour le retard. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont otages, surtaxe et César. Le PS demande à François Bayrou de retirer ses propos sur la submersion migratoire s'il veut discuter budget. Pas de prise d'otage des finances publiques, lui répond la porte-parole du gouvernement. La même Sophie Primas qui dit aussi comprendre la colère de Bernard Arnault après le coup de gueule du milliardaire contre une possible surtaxation des bénéfices. Mais chacun doit prendre part aux efforts, ajoute-t-elle. Et puis le comte de Monte Cristo en pole position pour les Césars. 14 nominations, dont celle du meilleur acteur pour Pierre Ninet. Arrivent ensuite L'amour ouf, nommé 13 fois, puis Emilia Pérez, 12 nominations. Les vraies voix Sud Radio. L'onde de choc de la submersion agit +2 après ce terme employé par François Bayrou lundi, puis maintenu hier à l'Assemblée nationale. Pour parler de l'immigration, les socialistes exigent des gages pour revenir à la table des négociations en vue d'une non-censure sur les projets de loi de finances. Oui, la France a besoin d'un budget, mais la balle est dans le camp du Premier ministre, répond Philippe Brun, député PS de l'Eure. Notre responsabilité, c'est de se mettre autour de la table et de négocier un budget. Il faut que tout le monde soit responsable. Je crois que les socialistes ont montré qu'on était très responsables dans la période. Il faut que le Premier ministre le soit également en retirant ces mots qui blessent inutilement. Donc vous voulez un accord avec le gouvernement? Oui, enfin en tout cas, moi député socialiste. Est-ce que vous voulez un accord avec le gouvernement? Oui, il en faut un. Mais pour ça, il faut que le gouvernement accepte de reprendre les discussions avec nous. Il faut qu'il, je crois, revienne sur les propos inacceptables qui ont été tenus hier par le Premier ministre. Et je crois que nous pourrons faire œuvre utile pour les Français. Philippe Brun avec Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Quelques heures plus tard, la porte-parole du gouvernement a évoqué cette position des socialistes, mais avec une formule choc de la part de Sophie Primas, une formule tout droit sortie, vous savez, de ce qu'on entend dire d'habitude quand il y a des grèves dans les transports. Je veux vous dire qu'à ce stade, les négociations sont en cours, les membres de la commission mixte paritaire sont en train de discuter. Et nous souhaitons qu'il n'y ait aucune prise d'otage de quelque nature que ce soit sur le budget et l'adoption du budget pour la France. C'est le sujet numéro 1 pour notre pays. Nous devons véritablement aboutir à une CMP positive et les négociations sont en cours aujourd'hui. Pas de prise d'otage, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Philippe Bilger. Moi, j'ai l'impression, les socialistes, est-ce qu'ils sont encore animés par l'intérêt de la France et le souci de permettre un budget à notre pays, ou est-ce qu'ils ne veulent pas faire mordre la poussière à François Bayrou en l'humiliant? Je me pose la question. Excusez-moi Philippe, mais honnêtement, les socialistes ont fait tous les efforts. Ils sont revenus à la table. Ils n'ont pas voté la censure justement pour lui laisser une chance. Qu'est-ce qu'il fait Bayrou? Il emploie le mot qu'il ne faut pas employer. Si vous voulez faire capoter des négociations, si vous voulez absolument, vous avez le choix entre aller dans les mains de Marine Le Pen et de Bruno Retailleau ou aller vous entendre avec la social-démocratie. Ok? Si vous voulez vous entendre avec la social-démocratie, vous ne faites pas ce que François Bayrou a fait. Mais non, il n'a pas raison. Vous avez vu son explication au Sénat cet après-midi? Parce qu'il a répondu aux socialistes, François Bayrou, dans un Samigondi que personne n'a compris. Je parlais de sentiment de submersion. Mais c'est pas le sujet. Le sujet n'est pas là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, comme Michel Barnier, demander la protection du RN en reprenant son langage et avoir le vote de la social-démocratie. Sébastien Ménard. Et en même temps, on ne peut pas reprocher à François Bayrou, dans une explication de texte qui lui appartient, d'avoir été parfait dans l'exercice. Je suis désolé. Bien sûr. Et bien sûr. Quand il explique qu'on ne peut pas, le suspecter d'une complaisance avec ceux qui exagèrent sur l'immigration. Mais on ne peut pas non plus. Mais attendez, je peux terminer. Et on ne peut pas non plus le soupçonner de complaisance avec ceux qui sous-estiment la problématique migratoire. Donc moi, je suis désolé. Si effectivement, je suis d'accord avec Philippe Bilger, si les socialistes utilisent cet argument fallacieux pour empêcher d'avancer, mais arrêtez. Il faut que les socialistes se réveillent. La France a un peu changé. Je vous signale qu'on vous a évité. Excusez-moi. On vous a évité par la sagesse. Les socialistes ont évité la chute du gouvernement Barnier.
dès le discours de politique générale. Donc, sur des promesses qui ont été balayées au Sénat. Qui ont été balayées au Sénat et par la droite et par les macronistes. Donc, on va refaire le débat. Hein. Mais le comportement de la droite est indigne. Non, c'est indigne, je vous le dis. Indigne. Allez, on y va. Ce sera le mot de la fin. Indigne pour vous. C'est pas mal. Allez, deuxième mot sur taxe. Le porte-parole du gouvernement dit aussi comprendre la colère de Bernard Arnault. Le PDG de LVMH dénonce le projet de hausse des impôts sur les bénéfices des grandes entreprises envisagé pour ce budget 2025. Une surtaxe pousse à la délocalisation selon lui. Bernard Arnault dénonce une taxe sur le Made in France. Interrogé sur ses propos en début d'après-midi, la porte-parole du gouvernement dit comprendre ce coup de gueule, même si Sophie Prima nuance. Je connais l'attachement de Bernard Arnault à son pays. Et donc, je connais l'attachement de Bernard Arnault à son pays. Mais je comprends sa colère. Je comprends que dans la condition budgétaire dans laquelle nous nous trouvons, chacun doit prendre part aux efforts que nous demandons de façon temporaire, un effort aux très grandes entreprises françaises. Nous savons les risques qui sont liés car nous sommes un gouvernement qui est pro-entreprise et pro-attractivité de la France. Et donc nous allons poursuivre ce qui a été engagé sur la compétitivité de la France, sur les efforts vis-à-vis des entreprises pour les rendre plus compétitives. La porte-parole du gouvernement. Voilà, c'est ça. Elle ne bégaye pas, c'est un remix. Et on en parlera dans le tour de table. Troisième et dernier mot, César, le comte de Monte Cristo abordera la 50e cérémonie en position favorable. 14 nominations, dont celle du meilleur acteur pour Pierre Ninet en quête de vengeance. Un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Le comte de Monte Cristo, deuxième plus gros succès en salle l'an dernier, en tête des nominations au César, suivi par L'amour ouf de Gilles Lelouch, 13 nominations, dont la meilleure actrice pour Adèle Exarchopoulos et le meilleur acteur pour François Civil. Ensuite, Emma Pérez de Jacques Audiard est nommé dans 12 catégories. Notez qu'en Fanfare et l'histoire de Souleymane sont en lice pour le meilleur film. La 50e cérémonie des Césars, c'est dans un peu moins d'un mois, le 28 février. Et moi, j'adore François Civil et j'adore ce petit couple avec Adèle. Je les trouve très mignons. Le film est très bon. En plus, ils jouent ensemble, ils sont amoureux dans la vie. Je trouve ça charmantissime. Adèle joue bien. Vous aimez François Civil, vous qui êtes militaire ? Oui, parce qu'il est extrêmement talentueux et je vous conseille de regarder ses films parce que ce garçon a toutes les qualités du monde. Extrêmement talentueux, virgule, lui. Voilà, il est extrêmement talentueux, lui. Ça s'est entendu autant que ça. Tout à fait entendu. Ça s'est tout à fait entendu. Ça s'est vraiment entendu. Restez avec nous, les amours. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans un instant, on va revenir sur la fin de vie. Bayrou veut séparer les soins palliatifs et aide à mourir dans deux lois distinctes. Alors parlons vrai. Est-il temps de briser un tabou qui est encore franco-français? Et à cette question, faut-il légaliser l'euthanasie et le suicide assisté? Vous dites oui à 80%. Vous voulez réagir sans aucun tabou? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et Jonathan Denis sera avec nous, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, auteur de Mourir dans la dignité, plaidoyer pour la dernière des libertés aux éditions du Cherche Midi. On sera avec lui dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. De corps et d'esprit, en tout cas, pour ceux que... Non, pour personne. D'ailleurs, vous avez raison, Philippe David. Vous m'avez regardé avec des yeux, l'air de dire ah bon, on est sain de corps et d'esprit. Oui, théoriquement, oui. Enfin, peut-être pas tout le monde ici. Vous mettez votre casque beaucoup plus trop fort, Philippe. Ça fait des larcènes. Ah oui. Ah oui. Des larcènes du pain. Ouais, oh, elle est bonne, celle-là. Elle est bien. Elle est pas du tout attendue, en fait. Elle est bien. Je tenais à m'excuser auprès d'une jeune génération qui nous écoute, qui ne vous comprend pas depuis tout à l'heure. Allez, on vous souhaite la bienvenue avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard jusqu'à 19h. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut que nous ayons légiféré sur la fin de vie et sur une aide active à mourir avant la fin du quinquennat. La majorité est très fière de pouvoir porter ce texte. La légalisation de l'euthanasie poserait des tas de problèmes. Moi, j'y suis très opposé. Il faut pouvoir y accéder sur notre territoire. Le suicide assisté, là, Emmanuel Macron a fait un choix de mots particulièrement précis. Tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie ont connu des dérives. Question d'égalité aussi, puisque certains d'entre eux vont en Suisse, vont en Belgique pour recourir à une aide active à mourir. Ça va faire parler parce que la société est divisée selon les convictions de chacun. Mais en tout cas, c'est une évolution majeure.
Et plus de 200 socialistes et macronistes ont exhorté François Bayrou à opposer l'aide à mourir, à ne pas scinder le texte, jugeant que dissocier les soins palliatifs de l'aide médicalisée active à mourir serait une erreur. Alors parlons vrai, seriez-vous partisan d'une loi ou d'un référendum sur ce sujet? Et à cette question, faut-il légaliser l'euthanasie et le suicide assisté? Je me suis trompé de sondage tout à l'heure, vous dites non à 66%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité aujourd'hui pour en parler, Jonathan Denis, est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, auteur de Mourir dans la dignité, plaidoyer pour la dernière des libertés aux éditions du Cherche Midi. Philippe Bilger. Pardon pour ce poncif, c'est un sujet infiniment délicat sur lequel j'aimerais moi-même penser délicatement, si j'ose dire. D'abord, je trouve que la distinction qu'a proposée le Premier ministre est très pertinente entre le palliatif et ensuite l'aide à mourir. Parce qu'on peut espérer que, par exemple, ceux qui voteront en faveur des soins palliatifs, ils trouveront matière à réflexion pour se dissuader de vouloir disparaître. Deuxième élément, je crains les dérives de ce droit à mourir s'il était voté. Troisième élément, et là c'est strictement personnel, je n'aime pas cette idée que l'État, même prétendument pour notre bien, va nous déposséder non pas du droit de vivre, mais de notre liberté de mourir. Je préfère gérer seul ce moment terrifiant de la finitude plutôt que de compter sur une loi qui me permettra peut-être d'oublier que la vie jusqu'au bout, quel que soit son état, est de la vie. Françoise Degois. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Philippe Bilger. Je pense que vraiment, je ne pense pas du tout que c'est l'État qui se mêle du droit à mourir. Je pense que c'est l'État qui donne les moyens légaux, à un moment donné, à un médecin de permettre de cesser toute souffrance. Je pense à la mère, par exemple, de Lionel Jospin, dont on a oublié que Mireille Jospin, grande éducatrice, infirmière, est partie en Suisse pour mourir. Comment dirais-je, les témoignages et les exemples se multiplient. Pourquoi un État ne peut pas donner? D'ailleurs, François Bayrou nous a fâchés avec les Belges. Il a été insultant avec les Belges. Et Elio Di Rupo lui a répondu point par point, en l'expliquant ce que vous dites est faux, notamment sur les dérives. C'était sur le droit à mourir des adolescents. Je suis désolé, vraiment, si un État est capable de garantir une paix, comment dirais-je, judiciaire à un médecin parce qu'il vous donne le droit de mourir, parce que c'est insupportable, parce que quand vous avez la maladie de Charcot, tout à l'heure je parlerai de Charles Guitry qui a la maladie de Charcot, eh bien si cet État est capable de donner cette loi qui permette aux médecins de ne pas finir en prison parce qu'ils vous aident à mourir, moi je trouve ça formidable, je trouve que c'est un progrès humain. Sébastien Ménard. Oui, moi je m'inscris en faux avec la position de Philippe Bilger. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai accompagné quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était mon grand-père, qui était en parfaite santé et qui a décidé, à un moment donné, de rejoindre ma grand-mère, voilà, parce que c'était comme ça, et donc il a décidé d'arrêter de prendre ses médicaments, il a décidé d'arrêter, finalement, sa petite quotidienneté qui lui permettait d'aller bien, etc., et de surmonter son deuil, il a décidé d'y mettre un terme. Alors évidemment, il n'y a pas eu de droit à mourir, il n'y a pas eu d'euthanasie, il n'y a pas eu tout ça, mais son état s'est considérablement dégradé en moins de 8 jours. Et donc, il a eu accès aux soins palliatifs. Mais qu'est-ce que sont les soins palliatifs aujourd'hui en France ? Ce sont des sédatifs, un excès de sédatifs, et puis on ne va plus vous donner à manger et plus à boire, parce que c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Et que quand vous avez votre grand-père qui veut partir, qui nous dit « je veux partir, mais j'ai soif », et là, on est en train de... Voilà. C'est ça le vrai sujet, concrètement, que moi j'ai vécu dans ma chair et que j'ai vécu devant moi. Voilà. C'est quoi les soins palliatifs ? Alors, c'est la raison pour laquelle moi je suis complètement d'accord avec Françoise Degois, c'est que à un moment donné, si l'État, si une grande puissance comme la France est capable d'exonérer
non pas d'une morale, de ses valeurs, d'une profonde éthique intellectuelle, spirituelle, religieuse, etc. Celui qui va accompagner, il va pas donner la mort, il va simplement libérer d'une souffrance, une souffrance qui peut être physiologiquement, psychologiquement, totalement insurmontable. Sans parler des dommages collatéraux. Avec la famille, mais bien sûr. Donc c'est ça dont il s'agit. Et moi, je pense aussi, évidemment, rien ne vaut la vie jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier moment. Mais à un moment donné, il faut juste se mettre à la place de celles et ceux qui n'en peuvent plus. Et ce qu'on leur propose aujourd'hui, c'est une agonie assistée, ce qui est totalement différent. Allez, Jonathan Donny est avec nous, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, auteur de ce livre Mourir dans la dignité, plaidoyer pour la dernière des libertés aux éditions du Cherche Midi. Vous l'avez entendu, Philippe Bilger l'a dit, c'est un sujet très 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 compliqué quand même. Mais c'est surtout un sujet qui touche à l'intime et aux convictions de chacun. Il faut savoir respecter les positions de chacun. Maintenant, ce qui est demandé, c'est effectivement qu'il y ait un nouveau droit, qu'il y ait cette liberté, cette dernière liberté qui aujourd'hui est interdite. Et dans les témoignages que vous avez apportés, on se rend bien compte des accompagnements qui ont pu se faire, de la protection évidemment, de l'encadrement qui est nécessaire. Il faut bien protéger les patients et protéger les médecins, parce qu'il ne faut pas se mentir, des euthanasies, vous en avez qui se font en France. Moi, j'accompagne pas clandestinement dans ce cadre-là. Et il faut bien pouvoir protéger les patients, mais protéger aussi ces médecins qui font ce qui est pour moi un dernier acte de soin. Maintenant, il ne faut pas opposer les soins palliatifs à l'aide active à mourir. Et c'est pour ça que je suis en désaccord avec François Bayrou. Il faut qu'il y ait des soins palliatifs partout et pour tous ceux qui souhaitent y accéder. Il y a un grand travail encore à faire dessus. Mais il faut qu'il y ait cette possibilité pour des personnes qui aient des maladies qui soient graves, incurables, avec des souffrances physiques ou psychologiques qui sont et qu'elle juge insupportable. Il faut qu'il y ait cette solution qui puisse exister d'un accompagnement dans le cadre d'une aide à mourir, qui soit à la fois l'euthanasie ou le suicide assisté. Mais il s'agit bien de pouvoir respecter toutes les consciences, et moi j'en veux vraiment au Premier ministre, par ses propos, par ses sorties désastreuses, par ses insultes, même envers les Belges, dernièrement, parce qu'on avait un débat serein et apaisé qui avait eu lieu dans la société à l'Assemblée nationale. Il est en train de donner une passion autour, et finalement de libérer une parole où on raconte tout et n'importe quoi sur nos voisins étrangers qui aujourd'hui font vraiment de la fraternité en accompagnant les Français qui ne sont pas accompagnés dans leur propre pays. Jonathan David, pardon, j'interviens. C'est Jonathan Donny. Donny, pardon, je vous remercie parce que vraiment, François Bayrou, qui normalement est un homme qui maîtrise le langage, etc., raconte n'importe quoi depuis qu'il est Premier ministre, que ce soit sur une chose ou l'autre. Est-ce qu'il avait besoin de relancer et de remettre de la passion? On a débattu, vous vous souvenez, Nadine Morano avec notre ami, le duo des députés là, bien sûr, qui avait beaucoup travaillé sur la fin de vie avec Leonetti. Bon, je veux dire, c'est un débat qui mériterait autre chose que parce qu'il fait de la politique, François Bayrou. Il a une posture, il a une posture de croyant, bien sûr, il a une posture catholique dans sa façon d'aborder ce débat. Il n'a pas besoin de remettre le feu comme ça. Moi, je trouve que c'est désastreux de remettre le feu là-dessus. Désastreux. Mais il me semble, Monsieur le Président, que je n'ai pas l'impression que François Bayrou a remis le feu. Il a été maladroit pour ce qu'il a dit sur la Belgique, mais la distinction, je la trouve pertinente, mais je peux comprendre votre point de vue, et décidément, je ne parviens pas à mettre dans la tête et dans le cœur que dénaturer le rôle d'un médecin, nous déposséder encore une fois de la liberté de choisir notre mort, mais personnellement, je n'arrive pas à me dire que c'est un droit, un progrès. Mais sans doute ai-je tort. Mais parfois, on ne peut pas le faire soi-même, Philippe Bilger. Quand on a une maladie type un AVC massif, la maladie de Charcot, voilà. C'est ça le problème. C'est terrifiant, mais je comprends, je n'ai absolument, évidemment, pas l'ombre d'un mépris sur la faiblesse de ceux qui, à un moment donné, jugeant leur vie insupportable, veulent la voir disparaître par les moyens qu'on évoque. Simplement, au regard de l'humain que je suis, je ne m'imagine pas le faire. Voilà. Romina est avec nous.
Pardonnez-moi, mais il y a des mots très durs. Vous venez de dire le mot faiblesse. C'est excessivement insultant envers toutes les personnes qui sont malades. Elles n'ont pas la faiblesse, elles vont mourir. Elles ont une force considérable. Elle aiment la vie plus que n'importe qui. Mais elles vont mourir, elles n'en peuvent plus de leur souffrance. Et il faut une grande force, au contraire, pour pouvoir se dire je demande à être accompagné dans le cadre d'une élève qui va mourir. Ils ne sont pas faibles. Non, mais ça n'était pas méprisant de ma part, mais je dirais, j'avais tendance à considérer que la plus grande force, c'est de continuer à vivre. Moi, je crois pas. Je pense que je suis d'accord avec Jonathan, avec le président. Je pense vraiment que il faut une force considérable pour demander à quelqu'un de mettre fin à sa vie. Moi, je trouve, parce que nous sommes des animaux, nous avons ce qui prime en nous, c'est l'instinct de survie. Et le faire accepter à ses proches. Et le faire accepter à ses proches. Moi, je trouve ça vraiment extraordinairement puissant d'être capable de dire à un médecin, s'il te plaît, arrête. Notre auditrice du jour, c'est Romina de Vic-en-Bigorre, qui est infirmière. Alors, Romina, votre avis? Oui. Alors voilà, moi il faut savoir que donc je suis infirmière et j'ai eu besoin de faire un diplôme universitaire en plus de ma formation infirmière parce que justement je ne me sentais déjà pas du tout armée pour accompagner les gens en fin de vie. Parce que j'ai très vite voulu faire du libéral et moi vraiment ce que je veux c'est que les gens qui en font le choix puissent mourir chez eux dignement. Aujourd'hui en plus on a des gens qui sont âgés, qui vivent souvent seuls et malgré tout c'est pas pour autant qu'il faut négliger ce fait-là. Ils veulent mourir dans leur maison. Et je vous assure que ça fait donc j'étais infirmière, ça fait 18 ans que je suis infirmière, je n'ai jamais eu aucune demande d'euthanasie. On avait la chance, alors là ça a été supprimé, on avait le réseau Arcade, c'était un réseau de soins palliatifs qui fonctionnait très très bien, une coordination infirmière, des médecins, on avait tout ce qu'il fallait et puis tout ça a disparu. Pour autant on n'arrête pas de faire du palliatif. Mais j'ai peur que, effectivement, dans ce texte, on n'ait pas les atouts pour que les soignants puissent avoir les moyens de continuer dans leurs soins palliatifs, de faire du soin palliatif, du vrai soin palliatif. C'est quoi le vrai soin palliatif? Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Romina, qu'est-ce que c'est le vrai soin palliatif? Être capable à n'importe quelle heure de pouvoir soulager les symptômes d'inconfort. D'accord. Ah, c'est-à-dire soulager la douleur, etc. La soif, la faim. La douleur, mais morale aussi, tout ce qui est, parce qu'il y a une prise en compte globale de la douleur, et puis la douleur, elle est dans toutes ses dimensions, elle est différente en fonction de la culture, elle est différente. Merci beaucoup Romina, vous restez avec nous. Merci beaucoup Jonathan Denis d'avoir accepté notre invitation, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité et auteur de ce livre Mourir dans la dignité, plaidoyer pour la dernière des libertés aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir accepté. Dans un instant, on fait une petite pause et puis le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, comme tous les jours de 17h à 19h, et ce qui est bien, c'est que c'est jamais la même émission, puisque bien entendu, les sujets changent. Mais en plus, on peut faire changer d'avis ceux qui sont à l'intérieur sur des sujets, et ça, c'est intéressant. Philippe Bilger était avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Et Romina est avec nous. Romina, vous avez la main sur le qui c'est qui l'a dit, c'est vous qui le lancez. Alors, il faut que je fasse un lancement. Alors aujourd'hui, je vais faire Alianda Mustafa. Le quiz de l'actu. J'ai pas compris. Alianda Mustafa, pas bon. C'est long. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. J'ai été élevée comme une fille. Je faisais la vaisselle. Alors, ce n'est pas du tout un homme politique. Pas du tout. C'est un homme. Oui, c'est un homme j'ai été élevé comme une fille. Qui est récemment très amoureux. Romina. Marc Lavoine. Bonne réponse. Elle est forte cette Romina. C'est fou. Je pense qu'il va se faire éclater par les féministes. Oui. Là, oui. Romina, qui c'est qui l'a dit à 3 points? Bruno Retailleau ne me gêne en rien au gouvernement car son discours me convient. Qui c'est que ça peut être? Ça peut être qu'à droite. Un nom? Xavier Bertrand? Non. Marine Le Pen? Non. Bardella? Non. Ciotti. C'est toi en premier, c'est pas moi. Bastien Ménard qui était un poil d'avance. Normalement, Ciotti Retailleau, c'est Philippe Bilger. Oui, mais déjà, j'ai plus Retailleau. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points sur la présidentielle. Il faut entrer rapidement dans un processus de sélection. Romina. Un processus
de sélection, Bardella, Marine Le Pen. Bonne réponse, il a été un peu plus rapide que vous. On l'a dit en même temps. Il a été un poil plus rapide là. En totale objectivité, François. C'est Fifi qui a gagné. Qui c'est qui l'a dit, Romina? La haine des Juifs est exaltée par un dangereux parti à l'extrême gauche. Sébastien Delogu. Caroline Yadan. Bonne réponse. Non, c'est pas toi qui l'as dit. Non, mais je veux dire, c'est. C'est tellement évident. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas qu'elle qui l'a dit. Oui, voilà, c'est ça. Caroline Yadan. Non, mais c'est mon tour de table. Bon, c'est égalité parfaite là. EPR. Qui c'est qui l'a dit? Le PS doit parler vrai. Personne n'a de problème de mobilité douce ou de pouvoir de vivre. Ce sont des préciosités ridicules. Romina. Olivier Faure. Non, c'est le même parti. Boris Vallaud. Non. Mais Patrick François Hollande. Non. Philippe Brun. Philippe Brun. Je l'ai lu. Bon, alors là, vous avez triché. Vous avez triché, Françoise, ou pas? Non, mais pas du tout. Je sais même pas. Non, mais je sais même pas qu'est-ce que c'est. Mais vous avez fait comme moi. Mais arrête. Non, mais ne les laissez pas raconter des conneries. J'ai même pas regardé ce truc-là. Donnez-lui le point. Moi, j'ai triché. Moi, j'ai triché. Donc moi, Philippe Brun, tu me les donnes. Voilà. On est à combien là, rappel? Alors, ça y est, 6 pour vous et 3 pour tous les autres. Non mais attendez, on n'a pas fini là. On n'a pas fini. Elle peut pas gagner. Calmez-vous, tout va bien se passer. Qui c'est qui l'a dit sur le sentiment de submersion migratoire de Bayrou? Le Premier ministre a eu des termes forts pour parler du sentiment des Français vis-à-vis de l'immigration. Qui peut lui donner tort? Romina. Ah oui, il y en a plein qui vont dire. C'est un ministre. Benjamin Haddad. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Ah non, tu lui donnes pas. Elle l'avait pas. Vous l'avez pas. Merci. Rominal. Merci. Vous êtes au top. Qui c'est qui Mais l'a dit? c'est la dernière fois, Sébastien. Qui c'est qui l'a dit? Toujours sur le sentiment de submersion migratoire de Bayrou. Une querelle sémantique à cause de celles et ceux qui ont des pudeurs de gazelle lorsqu'on parle d'un sujet qui est sérieux. Romina, c'est encore un ministre. Laurent Marcangeli. Bonne réponse de Romina. Elle est folle, on est tous à égalité, ça y est. Dis donc. Non, Philippe Bilger est qu'à 3. Ministre de l'action publique et de la fonction publique. C'est vrai que je ne savais pas qu'il était ministre. Voilà, c'est ça. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points, c'est le problème, ces ministères. Sur les menaces des députés PS, ça devrait mettre un peu de plomb dans la tête de tous ces écervelés qui sont en train de prendre la France en otage. Romina. Aucune idée. Sophie Primas? Non. C'est pas un ministre. On l'a beaucoup entendu pendant le Covid. Bernard Arnault. Bonne réponse de Sébastien Philippe Ménard, Juvin, député LR. Et on l'a entendu tout à l'heure sur l'euthanasie, c'était aussi sa voix qui avait été sélectionnée. C'est qui l'a dit, Romina, sur le sentiment de submersion migratoire de Bayrou? Monsieur Bayrou parle comme l'extrême droite. Romina. Ils sont nombreux. Boris Vallaud. Patrick Caner. Fort. Olivier Faure. Plus à gauche. Non. Alexis Corbière. Alexis Corbière. C'est bizarre. À la fin de la fin, on va tous les dire. Ah oui. Qui c'est qui l'a dit? 3 points sur le sentiment de submersion toujours. Encore? La politique, ce n'est pas dire qu'il y a un sentiment sur un truc faux au lieu d'expliquer la vérité aux Français. Romina. C'est pas une prof de français en tout cas. C'est compliqué. Langoucha. Sandrine Rousseau. Un indice. Sandrine Rousseau. Marine Tondelier. Bonne réponse. Tu l'as dit en premier, Audi, toi, là. Tu vas pas me Qui c'est qui l'a dit? C'est un match terrible. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Pour certaines personnes, l'arme blanche, le couteau, c'est banal. Romina. Ça peut être Darmanin. Non. Retailleau. Non, c'est une femme. Maire d'une ville qui a été frappée. Oui, Crépol. Non. Marie. Allez, on lui donne. Bonne réponse de Philippe Bilger. On est à combien là? Eh bien écoutez, 12-9, vous avez une chance de revenir. Allez. Il faut que je gagne. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Il y a des bons et des mauvais voleurs. Il y a des voleurs qui volent par nécessité. Le vol participe à la participation des riches, à la répartition des riches. Et ça, ce n'est pas du tout... c'est un cinéaste. Ouais, je sais qui c'est. Romina. Je sais. Guédiguian. Robert et Guédiguian. Oui, Robert Guédiguian. Ouais.
C'est moi qui ai. Ah non, on est à égalité. Il était très dur, votre qui c'est qui l'a dit aujourd'hui. Mais surtout qu'il est interminable. Bah Ah, mais oui. c'est fini là. Bah, heureusement qu'il était long parce que sinon on avait du temps pour nous. On est à Alors combien écoutez, 12-12. Ah, égalité. 6-6. C'est marrant en ce moment. Il y a 12-12 et 6-6. C'est marrant, il y a toujours 2-2. Et comme Romina donne ses points à Philippe de Bilger, donc c'est égalité. Voilà, c'est tout. Ah, c'est la nouvelle comme ça. règle. Elle est adorable. Oui, parce que c'est pas Philippe Bilger qui les donnerait à Romina. Bah si, absolument. Si, dans la mesure où. Oui, parce que je suis de gauche. On annule Romina, elle est de gauche. Vous êtes bien tout de même, Romina. Romina, vous fait des gros bisous. Merci d'avoir joué avec nous et merci d'avoir été notre invité. Vous revenez comme vous voulez. Allez, dans un instant, le journal. Et puis, la météo, vigilance orange en Bretagne. On va voir si les choses évoluent. Et dans un instant, juste après. Oh, il y a des choses qui nous coûtent un pognon de dingue. Et là, j'aimerais bien aller mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. C'était qui ? Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Sébastien Ménard. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David, bien entendu, avec un coup de gueule dans un instant, Philippe. Vous voulez des économies? Moi, je vais vous en trouver. Très bien. En attendant, vous nous laissez des messages sur notre répondeur au 0800 26 300 300. Écoutez celui-ci. Bonjour. Sur la question de submersion, la position du PS, etc., je pense que ce serait une erreur pour le PS de vouloir censurer. Le RN s'aperçoit aujourd'hui qu'il a censuré prématurément en décembre dernier. Il se serait donc permettre au RN de rentrer à nouveau dans la boucle si le PS se censurait cette fois-ci. Il aurait intérêt à ne pas censurer, ne serait-ce que pour lui. Alors, Philippe, je pense que sur le plan de la tactique politique, notre auditeur, c'est une réflexion très fine, je trouve. Françoise. Moi, je pense qu'on oublie toujours dans cette histoire. Le PS, moi, je ne sais pas s'il censurera ou pas. Il faut voir comment ça atterrira avec Éric Lombard, qui quand même, il faut le noter, qui est quand même un homme de très grand dialogue, Éric Lombard. Hein. C'est quand même la révélation pour moi de ce gouvernement, c'est vraiment Éric Lombard qui est capable vraiment de discuter jusqu'au bout. Après, je trouve qu'on va trop vite sur Marine Le Pen. Hein. Marine Le Pen, vous savez, le RN prépare la dissolution. Pour qu'il y ait une dissolution, il faut qu'à un moment donné, le gouvernement tombe à nouveau. Je ne sais pas ce que fait Marine Le Pen, elle a absolument pas tranché, donc je ne peux même pas dire que Marine Le Pen ne censurera pas, je n'en sais rien. Sébastien Ménard. Moi, je pense que les différents protagonistes qui ont fait chuter le gouvernement de Michel Barnier ont compris aussi que les Français en avaient un petit peu marre. Voilà. D'ailleurs, il y a un sondage qui dit que les Français ne veulent pas de censure. Bah, évidemment, les Français veulent pas de censure parce que à la machine à café, dans nos entreprises, dans nos ateliers ou à la caisse de votre supermarché, les gens veulent un peu plus de sécurité, veulent une baisse de la fiscalité et retrouver un peu de quiétude. Et un peu de pouvoir d'achat. Voilà la réalité de ce que veulent les Français. La réalité, je voulais juste te dire sur le RN, pardon Sébastien, hein. D'abord ce sondage-là, il est fait sur un échantillon tout à fait dérisoire, donc moi je n'en tiens qu'à compte, j'attends les sondeurs sérieux. Hein. Pardon pour ce sondage-là, mais j'attends les sondeurs sérieux. Et deuxièmement, la personne qui a le plus bénéficié de la censure, c'est Marine Le Pen, justement. Allez, merci beaucoup. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, et ça continue de débattre hors antenne, vous les entendez peut-être, hein, mais Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300, on vous remercie en tout cas de votre fidélité et puisque vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait chaud au cœur. En attendant, Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui pourrait s'appeler Providence ou plutôt État-Providence, puisqu'il y a déjà un village qui s'appelle Providence, c'est en Guyane française. Pourquoi État-Providence? Parce que les chiffres ont été dévoilés aujourd'hui. La France est encore recordwoman d'Europe des dépenses sociales, avec 31,5% du PIB en 2023, malgré une baisse de 1,9 en 2023, suivant une baisse de 2% en 2022. Et malgré ces baisses, la France est encore près de 5% au-dessus de la moyenne européenne, qui se situe à 26,6%, même si elle n'est que 5e par habitant. Et alors que le budget est toujours aussi infaisable, se pose la question de la dépense sociale dans la dépense publique. Une question résumée en une phrase par la sénatrice centriste Nathalie Goulet il y a 2 mois. La France est le pays le plus généreux au monde, c'est un aimant à fraudeurs. Pourtant,
Si on regarde les dépenses sociales les plus justifiées, jamais ceux qui travaillent n'ont été aussi mal remboursés de leurs soins de santé. Jamais ceux qui se retrouvent au chômage n'ont été aussi peu indemnisés et aussi peu longtemps. Et on ne compte plus les retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Alors se pose la question qui s'impose dans le pays le plus taxé au monde, dans lequel la dépense publique dépasse les 57% du PIB. Où passe l'argent ? Question corollaire à d'autres questions. Est-ce que toutes les dépenses sociales sont justifiées ? Est-ce que la lutte contre la fraude est réelle ? On peut en douter en lisant la presse de ces derniers jours, et je suis tombé dessus ce matin. Dans le Finistère, les patrons d'un camping condamnés après une arnaque de 227 000 € à la CAF après avoir inventé des vacanciers allocataires. Au tribunal de Nice, un Canois condamné pour s'être inscrit sous de fausses identités à 29 caisses d'allocation familiale. Préjudice 179 000 €. À Narbonne, on recherche 85 personnes touchant des aides sociales mais ne visant pas en France. Une vient d'être condamnée pour avoir détourné près de 17 000 €. Si les autres ont autant fraudé, ça représente près d'1,5 million d'euros. Enfin, pour conclure, à Marseille, cet ambulancier qui, bien que condamné 2 fois, a détourné 1,6 million d'euros en facturant des trajets fictifs ou en faisant payer des dizaines de fois le même transport. Bref, on comprend mieux pourquoi la France est si dépensière en aide sociale, mais avant d'augmenter encore et toujours les impôts, les taxes et les cotisations sociales, si on s'attaquait enfin vraiment à la fraude. C'est très juste, Philippe, et si je peux déborder un tout petit peu votre point de vue, contrairement à ce que veulent beaucoup de citoyens, il ne faut pas refaire de nouvelles lois. Je pense que la double plaie de la France, c'est dans le domaine de l'exécution et dans le domaine du contrôle. Les exemples que vous donnez sont hallucinants. Marseille, c'est aujourd'hui, c'était dans les quelques jours précédents. Je suis allé voir, je regarde la PQR tous les matins. Quand j'ai vu ça, je suis tombé de l'armoire, j'ai compris pourquoi on est premier dépensier. Alors, je crois quand même que vous avez raison, c'est vachement spectaculaire, mais ça ne peut pas compenser l'ensemble de ce que vous dites sur les dépenses sociales. Moi, je ne suis pas du tout choqué par les dépenses sociales. Là où je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est les chômeurs, par exemple, n'ont jamais été aussi mal indemnisés. Et aussi peu. C'est 6 mois longtemps, maintenant. Voilà. Je suis d'accord. Après, le contrat social français, il est particulier. Et l'argument qui consiste à dire il est exceptionnel et il tient aussi cette société. L'argument qui consiste à dire dans les autres pays, regardez, on n'est pas obligé d'aller vers le moins-disant social. On peut aussi décider qu'on entraîne les autres vers le mieux-disant. Oui, moi, je crois juste que sur ce budget infaisable, vous savez, on a perdu 80 milliards de recettes de cadeaux faits aux entreprises. D'accord ? Ce cadeau, Macron a fait la même erreur que François Hollande. François Hollande a offert le CICE, on est d'accord, et ce CICE n'a pas créé les millions d'emplois. Non, moi je crois vraiment qu'avant d'aller chercher les dépenses sociales, et vous avez raison de parler de la fraude, voilà, eh bien, il faut aussi aller chercher des recettes supplémentaires. La confiance qu'on doit tous avoir et que l'administration française elle a vis-à-vis de nos concitoyens ne doit pas exclure le contrôle. Oui. Voilà. Et la réalité, c'est que c'est toujours la même chose. C'est que, je suis désolé, Françoise de Gois, mais celles et ceux qui sont contrôlés ont toujours le même profil. C'est-à-dire que l'administration fiscale, elle préfère évidemment les chefs d'entreprise aux particuliers. Et puis, on va vous dire qu'on ne va pas contrôler celles et ceux qui sont des publics plutôt stigmatisés comme pauvres. Voilà. Mais alors, je dis pas qu'il n'y a pas de fraude. Les 80 milliards donnés aux entreprises ou redistribués aux entreprises, c'est pas nécessairement de la fraude, même s'il y a probablement. Pas parler de fraude. Même si parmi les fraudeurs, il y a nécessairement des gens qui n'ont pas besoin de frauder pour subvenir à leurs besoins. Mais à un moment donné, il faut que l'État contrôle massivement. Aujourd'hui, on ne contrôle pas les APL, on ne contrôle rien du tout. C'est ça la réalité. Et je me mets à la place de ceux qui sont mal remboursés, de se dire qu'il y a d'autres qui fraudent à côté, ça énerve encore plus. Et en millions d'euros. Et en millions d'euros. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus, et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et plusieurs départements des Pyrénées et des Alpes sont en vigilance jaune aux avalanches. On revient sur ce drame qui a endeuillé le Grand Tourmalet en début de semaine. 2 randonneurs à ski retrouvés morts avant-hier sur le secteur de Barèges dans les Hautes-Pyrénées. Ils n'avaient plus donné de nouvelles depuis dimanche. On parle de 2 skieurs confirmés, des locaux. Ils habitaient Beausins dans les Hautes-Pyrénées. Les 2 randonneurs à ski de 60 et 70 ans se sont fait piéger apparemment par une avalanche sur une piste noire d'une partie fermée de ce domaine skiable de Barèges. Pour en parler, nous sommes avec Pascal Sanchot, ancien commandant d'opération de secours chez les CRS de Haute-Montagne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous avez écrit aussi plusieurs ouvrages comme Médecin des sommets et Bravo Papa aux éditions Mareuil Éditions. Qu'est-ce qu'on peut dire, quels conseils on peut donner déjà pour éviter ce type de drame ?
Les conseils, c'est toujours les mêmes, mais quand vous parlez de ce type de drame, même si c'était sur une piste fermée et qui peut éventuellement poser question, ce sont 2 personnes qui ont été piégées par ce qu'on appelle une plaque à vent. Une plaque à vent, c'est un piège qui peut consteller la montagne tout au long de l'hiver. Et malheureusement, la montagne, elle est ni juste ni injuste, elle est simplement dangereuse. Et là, elle frappe 2 montagnards aguerris qui pratiquaient, si je peux m'exprimer ainsi, dans les règles de l'art. Et elle n'a pas fait le distinguo. Au contrario de ce qu'on a pu connaître dernièrement dans des comportements qui sont vraiment critiquables. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient munis? Parce qu'on se dit aujourd'hui qu'il faut être, quand on fait du hors-piste, c'est avoir un casque, une balise. Est-ce qu'ils étaient dotés de tous ces systèmes de sécurité? Voire des airbags aussi maintenant. Oui, ils étaient dotés de tous ces systèmes de sécurité, mais la meilleure prévention pour un montagnard, ça reste sa capacité à décider, ça reste une tête bien faite et un cerveau bien fait. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on a beau répéter des conseils, et on les répète, hein, les camarades du secours en montagne, que ce soit les pompiers, les gendarmes, les CRS, le font à longueur de temps, mais on a aussi une catégorie de population aujourd'hui qui est perméable à tout ce genre de conseils, parce que ce ne sont pas des montagnards, et ils consomment la montagne comme ils iraient consommer une activité annexe. Françoise Degois. Je connais bien ce Grand Tourmalet, cette piste noire. J'ai appris à skier là-bas à 3 ans, donc je vois tout à fait à Barège où c'est a priori pour un skieur confirmé, ça n'est pas une piste dangereuse. Et moi, j'apprécie ce que dit Pascal Sanchot, parce que c'est vraiment un coup dur du destin. Je pense que ces 2 personnes qui sont mortes étaient des vrais skieurs. 60 et 70 ans. Non, mais je veux dire, ça peut être moi. C'est-à-dire, je connais parfaitement la montagne, mais je prends une plaque avant et c'est terminé parce que j'ai pas vu qu'elle peut arriver. Et je pense que vous mettez l'accent sur la chose la plus difficile, c'est-à-dire vraiment les mômes qui arrivent. Moi, j'ai vu des gens faire le Vignemale en espadrille, hein, par exemple, hein, arriver pour attaquer le glacier du Vignemale en espadrille. Et c'est ça qu'il faut combattre, je pense, Pascal Sanchot. Moi, je pense aussi qu'on soit aguerri ou pas, il y a aussi, à un moment donné, il faut respecter les conseils qu'on nous donne. Moi, j'ai vu à Biarritz, pas plus tard qu'il y a une semaine, quelqu'un qui, par gros temps, on parlait de creux de 5 à 6 mètres, a décidé d'aller surfer, et c'était pas un pecno de passage, et il s'est retrouvé évacué par un hélicoptère qui, en pleine tempête, a mis 2 heures, venu de Pau, pour sauver ce mec-là. Donc, il fallait évidemment le sauver, parce que la vie humaine n'a pas de prix. Mais enfin, on se dit, est-ce que la liberté des uns pour aller surfer une super vague à Biarritz mérite de mobiliser toute la sécurité civile disponible? Pascal Sanchot. Ce qu'il faudrait préciser vraiment, c'est que j'ai bien aimé d'ailleurs les propos du ministre délégué au ministère de l'Intérieur, là, Monsieur Buffet, qui disait que dans certains cas, il pouvait revenir sur la notion de gratuité. Moi, je prendrais son propos à contrario. Je pense que justement, en responsabilisant les gens, et moi j'aime ce principe de responsabilité plutôt que le principe de précaution qui m'insupporte, c'est mettre les gens face à leurs responsabilités. Donc une personne aujourd'hui qui volontairement transgresse un ensemble d'éléments liés à la sécurité de la pratique. Bien sûr. Il y a des us et coutumes qui sont connus par tous les professionnels. Cette personne doit pouvoir être mise devant ses responsabilités et rendre des comptes à la société. C'est le cas, par exemple, d'une personne qu'on a récupérée la semaine dernière, en short, en basket, à 2300 mètres. Bon, mais lui, si vous voulez, il n'a pas commis une seule erreur. Il en a commis plusieurs. De confondre la montagne à un terrain de sport en plein hiver et par mauvais temps. Une personne comme ça, entendre dire qu'il faudrait lui faire payer les secours, pour moi, c'est pas du tout choquant. Et ça protégerait l'ensemble des pratiquants qui pratiquent en prenant toutes les précautions possibles, même si c'est une activité où le risque zéro n'existe pas. C'est clair. Merci beaucoup Pascal Sanchot d'avoir été avec nous, ancien commandant d'opération de secours chez les CRS de haute montagne et auteur de plusieurs ouvrages comme Médecin des sommets. Bravo papa aux éditions du Mareuil Édition. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. Caroline Yadan. Caroline Yadan, députée EPR, on en a parlé il y a quelques temps, mais Françoise Degois. La lettre bouleversante de Charles Guitry, justement, qui demande à mourir dans la dignité. Et Sébastien Ménard. Le patron d'LVMH, Bernard Arnault, qui critique le projet de surtaxe pour les grandes entreprises françaises. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix, décidément, on apprend plein de choses aujourd'hui. Elle est très intéressante cette émission avec Philippe Bilger autour de cette table, Françoise Degaut et Sébastien Ménard. C'est le tour de table de l'actu des vraies voix. À table, la table. Criez pas comme ça, je suis pas sourd. Bonsoir. À chaque fois, je me fais entuber par Philippe David, qui est une racaille. Je vais te virer. Comment vous dire? J'en ai rien à foutre. D'accord, faisons comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Je suis content. Vous regrettez ces mots, Françoise. Comment est-ce qu'on peut dire des conneries pareilles? Moi, j'allais dire, quelle indignité. Philippe Bilger. C'est votre tour de table. Ah oui, pardon. Sur la députée EPR. Voilà, absolument. On a parlé tout à l'heure de la députée EPR Caroline Yadan, qui a fait sortir de l'Assemblée nationale quelques députés LFI parce qu'elle avait parlé de la haine des Juifs exaltée par LFI. Elle avait parlé d'antisémitisme résiduel. Alors ça a été dit tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout de même de voir que des députés LFI se sont sentis véritablement offensés par ces accusations graves, à tel point qu'ils ont voulu quitter l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose d'un peu rassurant en quelque sorte, c'est de voir que ça les touche tout de même, cette accusation d'être antisémite, puisque lorsqu'une députée qui, je crois, est d'Israël, enfin... Des Français à l'étranger. Voilà, les accuse comme ça, ils réagissent comme si ça les indignait, et au fond, c'est un progrès. Bah, je ne sais pas si c'est un progrès, en tout cas, c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment des gens à LFI qui déconnent vraiment, et puis il y a des députés pas du tout, et je pense que c'est une souffrance, et le groupe tient, parce que le groupe a une discipline extraordinairement, quasiment stalinienne, parce que il y a le vieux chef en haut, et que de toute façon, vous bougez pas une oreille, mais je pense que quand vous discutez, Alexis Corbière, il est parti déjà, hein, donc lui, ça lui était insupportable, il a été viré. Bien sûr, mais je suis d'accord avec vous pour dire que il y en a vraiment c'est à pleurer de se faire traiter d'antisémite. Mais qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, il faut assumer que vous êtes dans le même parti que David Guiraud, qui glapit H24, que Louis Boyard. Il faut faire comme Alexis Corbière et Raquel Garrido. Il faut partir, ou Clémentine Autain. Et vous êtes dans le même parti. Vous êtes dans le même parti que Louis Boyard, qui a numéro 7 sur sa liste à Villeneuve-Saint-Georges. Et je félicite évidemment les socialistes de ne pas avoir fusionné avec cette liste, y compris les communistes. Enfin, ils appellent quand même à faire barrage à la droite, donc à voter pour Louis Boyard. Vous avez vu quand même vraiment du bout des lèvres. Hein. Franchement, honnêtement, il n'y a pas eu de fusion. Quand même, hein. Oui, il n'y a pas eu de fusion. Et Louis Boyard, je serais socialiste entre Louis Boyard et la droite, je choisirais la droite. Vous allez voir ce qui va se passer. Louis Boyard sera écrasé et laminé, parce que vous aurez l'électorat de gauche qui soit n'ira pas voter, soit lui donnera une bonne leçon. C'est évident. L'ensemble de sujets. Je pense vraiment que quand vous n'êtes pas, voilà, je pense qu'il y a une vraie souffrance. Caroline Yadan. Oui, bah, elle montre du doigt elle montre du doigt ce que tout le monde pense. Alors, LFI et les LFistes ne sont pas tous antisémites, je suis complètement d'accord avec Françoise Degois. Mais ils sont à fond clientélistes. Et ils sont clientélistes d'une clientèle populaire, issue des quartiers, dans laquelle on a laissé, quelque part, les germes de l'antisémitisme prospérer. Voilà, c'est dans cet ordre-là qu'il faut le dire. Et c'est bien dommage. Mais elle a rappelé une vérité, une réalité qui peut faire fuir un certain nombre d'indigents LFistes, mais c'est une vérité, c'est une réalité. Il faut lire, en une seconde, il faut lire vraiment le témoignage de Lies Loufoque, hein, qui a été le candidat, en fait, qui s'est retrouvé LFI, qui a été le candidat à Grenoble battu. Il faut lire ce qu'il a confié au Dauphiné libéré. C'est passé sous les radars, mais c'est d'une dureté. C'était tellement dur qu'il a demandé 2 fois à être désinvesti, parce que ce qu'il ramassait de la direction nationale de LFI, c'est tu ne fais pas assez campagne sur Gaza dans les quartiers. Lies Loufoque est un type très bien, spécialiste des droits de l'enfant, mais il a vécu un enfer en fait. Donc voilà. Allez, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Françoise, sur la lettre bouleversante de J'ai rien à rajouter si ce n'est aller sur X, aller sur les réseaux sociaux, aller sur Instagram, lisez cette lettre de Charles Biritry que nous connaissons tous, grand journaliste sportif, commentateur devant l'Éternel, ancien président du PSG, qui raconte à quel point sa vie était une vie de rêve, de cocon doré, il côtoyait Pelé, Zidane, Maradona, etc. Et puis un jour, on lui annonce qu'il a la maladie de Charcot. Il fait une lettre extraordinairement simple et bouleversante. Il demande le droit à mourir en indignité. Je dis pas plus, c'est pas la peine de commenter. Allez sur les réseaux sociaux. Elle défile, tout le monde est en train de la diffuser. Moi, elle m'a bouleversée, elle m'a vraiment ébranlé, cette lettre.
Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu, je l'ai vu. J'ai vu aussi l'interview avec sa voix reconstituée en intelligence artificielle, avec la complicité de sa femme, où ils se promettent l'un à l'autre de rire jusqu'au bout. Voilà. Et lui, évidemment, espère ne pas être un boulet pour les siens. Et évidemment, c'est extrêmement touchant. C'est fort. C'est extrêmement touchant et bouleversant. Sébastien, le chantage de Bernard Arnault à propos de la taxe. Alors non, vous qualifiez ça de chantage, Cécile de Minibus, pas moi. Moi, je lis ce qui est écrit, donc je me suis dit que c'est vous qui l'avez demandé. C'était la version Françoise Degois, ils ont permuté que les auditeurs comprennent. J'étais très étonnée de cette prise de position. Je me suis dit, non, mais c'était parce qu'à la base, c'était moi. C'est Françoise Degois cet après-midi nous a dit, je vais parler du chantage. Je vais parler du chantage de Bernard Arnault. Voilà, et je lui ai dit qu'on n'allait pas être d'accord. Elle a changé de sujet. Elle a pris un sujet tout à fait respectable et respectueux, qui est celui de Charles Bietri. Mais moi, j'ai dit, on ne va pas laisser passer ça, puisque effectivement, Bernard Arnault, non, il ne fait pas de chantage. Bernard Arnault dit ce qu'un certain nombre de chefs d'entreprise dit tout haut, ce qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, petits, moyens ou grands, pensons tout bas, mais pas que tout bas, parce que moi, vous me donnez la possibilité, je vous en remercie, de m'exprimer ici. En tout cas, ils n'ont pas de tribune. Dans les vraies voies. Voilà, c'est que aujourd'hui, on a un gouvernement qui est tout à fait respectable et qu'on respecte, mais qui quelque part dit on va aller chercher l'argent là où il est, et notamment on va aller ponctionner quelques milliards auprès des grandes entreprises. Lui, il dit juste très bien, on est d'accord pour participer à l'effort national, mais il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Je vois pas pourquoi vous dites qu'il est d'accord. Nous sommes tous d'accord. Voilà. Bernard Arnault, la parole de Bernard Arnault engage Bernard Arnault, mais moi je rebondis sur ce que dit Bernard Arnault. La plupart des chefs d'entreprise, on est tous d'accord pour contribuer déjà à hauteur de ce qu'on est capable de faire et aller au-delà. Pour autant que, et on en parle souvent ici, à l'antenne et hors antenne, dès le moment où on arrive quelque part à être face à nos responsabilités, face à nos salariés nous réclament aussi des augmentations de salaire, nous réclament des améliorations de leurs conditions de travail, nous réclament une redistribution des richesses quand les richesses sont produites. Encore faut-il qu'elles soient produites. Voilà. Et que plus on va complexifier, je dirais, la tâche des entrepreneurs, de celles et ceux qui créent l'emploi, au nez et à la barbe de celles et ceux qui dépensent l'argent des autres, qui ne l'ont pas gagné. Et ces gens-là n'ont, pour la plupart, je suis désolé Françoise Degois, jamais créé un emploi. Donc moi, ce qui me fait marrer, c'est quand on a des têtes plutôt bien faites, j'en étais, mais qui n'ont jamais créé un emploi, nous expliquer comment on devrait gérer nos entreprises, comment préserver l'emploi, comment développer l'emploi, comment exporter nos emplois, etc. Voilà. Donc la mise en garde de Bernard Arnault, n'est pas du chantage, mais c'est une mise en garde. Et moi, j'ai envie de dire, écoutons celles et ceux qui font l'économie. Bernard Arnault, on peut le critiquer, mais on l'a quand même bien applaudi quand on a accepté ces plus de 200 millions d'euros pour rénover Notre-Dame. On peut le critiquer, mais l'opération Piège jaune, le gala des pièges jaunes qui a été diffusé hier soir sur France 2 notamment, est aussi très largement alimenté par les dons de monsieur et madame tout le monde, mais aussi par monsieur et madame Arnault. Faut juste le dire. Donc je ne suis pas le défenseur de monsieur Arnault, mais il faut quand même écouter celles et ceux qui font l'économie. Voilà. Ouais. Écoute, pardon, Philippe Bilger, je réponds. Bernard Arnault, 180 milliards d'accord de fortune personnelle, les 200 millions de Notre-Dame, vous savez très bien que ça défiscalise à mort. En l'occurrence, il a dit qu'il défiscalisait. Il peut dire ce qu'il veut. Excusez-moi de vous le dire. Vous pouvez pas parler à sa place. Excusez-moi de vous le dire. Bernard Arnault aussi ne serait pas là s'il n'y avait pas la puissance de la France, s'il n'y avait pas la puissance du réseau diplomatique de la France qui lui a permis de gagner des marchés. Bernard Arnault n'a jamais créé un emploi industriel, vous le savez très bien, c'est un capitaliste financier. Donc, vraiment, ce chantage... Il a fait des usines pour ses sacs, etc. Excusez-moi, ce chantage qui consiste à dire, attention, on va se tirer, c'est le même en 81, avant que François Mitterrand soit élu. C'est toujours le même chantage. Mais tous les entrepreneurs disent ça. Mais je suis désolé, c'est pas Bernard Arnault. Mais je vous l'ai dit en préparant cette émission, à force d'accabler les entrepreneurs, même les petits entrepreneurs, je vous l'ai dit en préparant cette émission. Sébastien, j'en ai marre, je veux répondre. Je veux répondre. Vous avez eu 80 milliards de cadeaux en 5 ans avec le gouvernement Macron. Arrêtez avec vos cadeaux. Mais c'est la réalité. Arrêtez. Les cadeaux fiscaux on ont ne été fait pas de faits. cadeaux, moi. Rien du tout. Parce que c'est une trop petite entreprise. Donc on va cesser ce cinéma. Il y a 80 milliards qui manquent de recettes dans ce pays et il y a des gens qui doivent redistribuer. Bernard Arnault en fait partie. Moi, oui, c'est un chantage. Il croit nous faire peur. Non, le chantage, c'est vous qui le faites avec vos copains LFistes. Va aux États-Unis. Eh bien, tu trouves c'est super aux États-Unis. Il va donc t'y installer. Tu perds toute la puissance de la France parce que la France, elle aide quand même beaucoup.
Voilà. Allez, que vous restez avec nous. Merci beaucoup. Philippe Bilgera, arbitre des élégants. C'est très intéressant. Merci Philippe pour votre soutien. Merci. Sur certains sujets, si je ne suis pas super fêtard. Bravo. Vous donnez quel chiffre entre 0 et 10? Ah ben là, c'est passionnant. 8 sur 10. Bah, voilà. Merci Philippe. Bravo pour ce débat, bravo. Pour Sébastien Ménard, évidemment. Bien sûr. N'exagérez pas non plus. Allez, dans un instant, la suite des vraies voix avec bien entendu cette information que vous avez lue, puisqu'il y a pas mal de tensions entre la France et l'Algérie. L'ambassadeur de France qui a été convoqué après les accusations de discrimination. Alors parlons vrai, est-ce que cette crise franco-algérienne a une ampleur supérieure aux précédentes? Et à cette question, sommes-nous dans une crise diplomatique grave avec l'Algérie? Vous dites oui à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On revient dans un instant, un peu plus apaisé ou pas, on verra. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec un duo dans une forme olympique ce soir. Un quintet, pardon, dans une forme olympique, bien évidemment. Oui, ça fait un peu de jazz. Hein. Ouais, j'aime bien, moi. Cécile de Ménibus. Du pipeau, ça c'est sûr. Du pipeau dans les orchestres de jazz, c'est quand même rare. Hein, j'allais te le dire. David Story. C'est une sorte d'opéra rock. Moi, j'ai envie de dire. Je suis d'accord. On est pas mal ce soir. C'est Starmania sans les stars. Oui, enfin, c'est Starmania avec toutes les stars sauf une. C'est Starmaniac, c'est pas du tout pareil. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La crise entre la France et l'Algérie est tellement profonde, tellement grave, qu'on en est à Paris à examiner les mesures de riposte et de sanctions contre le régime algérien. Le ministre de l'Intérieur juge à ce stade que la meilleure solution passerait quand même par l'échelon européen pour sortir d'un face-à-face mortifère entre la France et l'Algérie. La France accuse l'Algérie d'avoir emprisonné de manière injuste un auteur dont les œuvres sont saluées par les cercles intellectuels parisiens pour leur critique incisive de l'islam et du gouvernement algérien. Il y a notamment un accord de 2013, qui est un accord gouvernemental qui permet à ceux qui ont un passeport officiel, un passeport diplomatique algérien, il y en a des milliers, qui peuvent venir en France sans visa pour pouvoir circuler librement. Nouvelle donc tension entre Alger et Paris. L'ambassadeur de France a été convoqué à Alger. Dans un communiqué, le gouvernement algérien affirme que ses ressortissants subiraient des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires à leur arrivée dans les aéroports parisiens. Alors parlons vrai, est-ce que la tension va continuer à monter ou va-t-elle finir par baisser entre Paris et Alger? Et à cette question, sommes-nous dans une crise diplomatique grave avec l'Algérie? Vous dites oui à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilgera, est-ce qu'on a l'impression que l'Algérie cherche des justificatifs justement à se monter contre la France? En tout cas, il est clair que superficiellement, elle n'hésite pas à humilier la France en permanence avec l'ambassadeur qui est rappelé, vous venez de le dire, pour discuter avec le président Tebboune. Moi, 3 observations très rapides. D'abord, je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des conversations de haut niveau, officieuses, que nous ne pouvons évidemment pas connaître. Deuxième élément, l'Algérie, on sait parfaitement que l'Algérie, pour l'instant, n'a qu'une envie, c'est de battre en brèche le pouvoir français, et qu'apparemment celui-ci, qu'il constate, ne semble pas réagir. C'est étonnant. Troisième élément, c'est le fait qu'en réalité, on connaît les moyens qui pourraient être mis en œuvre. L'ambassadeur Driancourt, où il y a des articles de tous les gens qui connaissent, les énonces, les visas, l'aide au développement et d'autres choses, on les met pas en œuvre. Alors voilà, et c'est un tableau que les Français ne comprennent plus vraiment. Françoise Degois. Oui, alors tout ce qui a mis le feu aux poudres, bien sûr, et qui a aggravé, c'est bien sûr la question du Sahara occidental. Bien sûr, avec cette guerre, il faut quand même jamais oublier la haine que se vouent le Maroc et l'Algérie. On en est même à un niveau maintenant où quasiment, en plus, le Maroc est le premier à avoir ouvert une ligne directe, vous savez, avec Israël, et ça, c'est tous les jours dans les journaux algériens. On oublie aussi que le président Tebboune, c'est-à-dire que Bouteflika était une sorte de prix Nobel de la paix par rapport au nouveau pouvoir qui s'est installé. Tous les jours, vous avez
avez des gens qui sont arrêtés pour des délits d'opinion en Algérie. Tous les copains journalistes qu'on peut avoir, tous les observateurs qu'on peut avoir vous disent les prisons sont pleines de gens qui défient, qui critiquent même avec un point-virgule le pouvoir algérien. On a là vraiment, on est quasiment proche de la dictature avec le président Tebboune. Jamais ça n'a été aussi dur. Le troisième point, moi je pense, et je suis tout à fait persuadé, je suis même sûr qu'il y a des discussions de très haut niveau, notamment entre Emmanuel Macron et le président Tebboune. Donc il y a l'opérette, il y a, c'est-à-dire le cinéma, il y a le décor, c'est-à-dire on se rappelle son ambassadeur, etc. Et puis il y a la discussion pour essayer d'atterrir ensemble. L'enjeu, il est majeur parce que c'est un enjeu méditerranéen. Il faut qu'on règle absolument, qu'on apaise le débat entre la France et l'Algérie, mais l'enjeu, il est aussi géopolitique et géostratégique. Ok, on a les Russes qui comment dirais-je, qui convoitent l'Algérie. Qu'est-ce qu'on va faire si un jour une base russe s'installe en Algérie? On fait quoi? Alors, une info avant de donner la parole à Sébastien Ménard sur ce sujet. La justice française a suspendu l'expulsion de l'influenceur Doualem vers l'Algérie. C'est lui qui avait été refusé par l'État algérien à son arrivée sur le territoire algérien. Et pendant ce temps-là, Boualem Sansal est revenu en prison. Hein. Absolument, après être sorti de l'hôpital, oui. Ce qu'il faut aussi dire à nos auditeurs qui ont peut-être totalement conscience, c'est que le sentiment anti-français permet à la classe politique algérienne de prospérer, de se renouveler. Enfin, c'est quand même ça le fond du sujet. C'est que évidemment tout ça c'est accentué et c'est vigoureusement, malheureusement accentué. Vous avez raison, Françoise de Gois, avec la reconnaissance par Emmanuel Macron. Je dirais de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ça a foutu un bordel diplomatique sans nom. Maintenant, le président de la République a fait un choix. Il a fait un choix, je dirais, intellectuel. Il a fait un choix politique. Il a aussi fait un choix économique. Puisque l'Algérie ne cesse de dire qu'elle n'a pas besoin de la France en Afrique pour pouvoir prospérer, pour pouvoir se développer et pour quelque part raconter son roman national au XXIe siècle, alors que vous avez le Maroc qui cherche à créer des ponts, à devenir quelque part l'une des places fortes, je dirais, de la francophonie économique et de la diplomatie économique française à la sauce marocaine depuis le Maroc. Voilà, Macron a fait ce choix-là. Mais n'oublions pas que avant toute cette affaire, la France, et notamment le candidat Emmanuel Macron en 2016 ou 2017, avait reconnu la colonisation comme un crime contre l'humanité, avec toutes les conséquences que ça avait pu avoir sur la campagne. Je sais, j'étais en coulisses, toutes les conséquences, avec notamment la communauté pieds noirs, etc. en France. Voilà. Donc je pense que Emmanuel Macron s'est ravisé, oui, c'est vrai, mais que le sentiment anti-français n'a jamais cessé. Alors, je voudrais juste un mot, mais rapide. On m'a beaucoup dit, et des gens qui connaissent bien l'Algérie, qu'ils reprochent finalement au président d'avoir non pas reconnu le Sahara occidental, mais de l'avoir fait par une sorte d'embardé. Il aurait dû peu à peu progresser et d'une certaine manière prévenir les Algériens de son changement. Moi, je trouve qu'on fait quand même un procès là-dessus à Emmanuel Macron qui est un peu dur, parce qu'il faut quand même rappeler avec qui cette reconnaissance intervient. On oublie toujours qui est le président Tebboune. Le président Tebboune, c'est un enfant du Sahara occidental. Toute sa famille a participé à la guerre des sables. Il a plusieurs membres de sa famille qui ont été tués pendant cette guerre. Donc le Sahara occidental, c'est pas quelque chose d'anodin pour lui. C'est une blessure très profonde. Pour lui, c'est une blessure. Exactement. Voilà, je cherchais le mot. C'est une blessure fondamentale et fondatrice pour Tebboune. C'est pour ça que je dis que je suis absolument persuadé que l'Élysée est parfaitement au courant, la diplomatie française, de cette blessure fondamentale. C'est pour ça que je pense que cette blessure, elle peut se réparer, comment dirais-je, qu'avec des discussions de ce qu'on appelle en diplomatie de haut niveau, c'est-à-dire directement Tebboune-Macron. Sébastien Ménard. Mais il faut aussi reconnaître, ma chère Françoise de Gois, que c'est une demande de Mohamed VI, personnelle, que de dire voilà, on a besoin nous d'affirmer au monde entier cette relation partenariale extrêmement privilégiée qui va redonner quelque part à la France et à un certain nombre d'entreprises françaises des positions plutôt fortes en Afrique, sur le continent africain, qu'on a perdu ces dernières années. En contrepartie, je vous demande deux choses.
Il y a cette histoire du Sahara occidental, et puis il faut commencer à mettre le pied à l'étrier pour des raisons plus personnelles, notamment des problèmes de santé, à mon fils. Voilà ce qui a été fait dans le cadre du dernier déplacement d'État d'Emmanuel Macron, avec une énorme délégation. Je suis tout de même frappé par la manière dont Emmanuel Macron réagit sur le plan diplomatique, même par rapport au Maroc, parce qu'à un certain moment, à la suite de plusieurs épisodes, Mohamed VI avait été humilié. Tout à fait. Il a changé d'attitude. On sent que la subjectivité du président joue un grand rôle dans nos stratégies diplomatiques. C'est vrai, sa personnalité. Moi, j'ai vraiment une inquiétude d'abord pour les Algériens qui vivent en France, qui sont franco-algériens, qui sont pris complètement en otage par cette histoire. Il ne faut pas imaginer que les franco-algériens sont tous derrière Tebboune et le régime Tebboune. Ça n'est pas vrai. Donc ils en souffrent terriblement. Et je vous le redis, géostratégiquement, on a un problème. C'est-à-dire que l'Algérie est travaillée évidemment par la Russie. Que ferons-nous? Je le redis. Que ferions-nous si une base navale russe s'installait par exemple à Alger? Eh bien voilà, ça c'est l'enjeu aussi. Merci beaucoup Françoise Degois, merci Philippe Bilger, merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Dans un instant, vous restez avec nous, on est ensemble avec Philippe David. On va revenir sur ce développement économique et écologique qui est frappé par des procédures, des recours. Les maires n'en peuvent plus, les entreprises n'en peuvent plus. On va en parler dans un instant. C'est un peu ubuesque quand même comme situation. C'est absolument ubuesque. On va en parler avec Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn, Loïc Lefloc, prigent industriel, et Johan Barbe, agriculteur dans les Vosges et porte-parole de la FNSEA. Allez, à tout de suite.